Le village de Little Durnford baignait dans ce genre d'après-midi de fin d'été propice à une garden party. Les pelouses du presbytère avaient été soigneusement tondues, des banderoles flottaient d'arbre en arbre et le parfum des roses flottait dans l'air chaud. Des dames en robes légères se rassemblent en groupes ombragés, tasses à la main, tandis que leurs maris se dirigeaient vers les tables où du cidre maison était discrètement offert. Les enfants s'agitaient en riant aux éclats, mais des mères sévères leur rappelaient vivement de ne pas piétiner les massifs de fleurs. Miss Jane Marple, assise légèrement à l'écart sous un buisson de lilas, observait la scène avec un léger amusement. Elle ne manquait jamais ces rassemblements villageois, ni pour les gâteaux, ni pour la compagnie, mais pour l'occasion qu'ils offraient d'observer les gens. La nature humaine, disait-elle toujours, était remarquablement constante. Une remarque insouciante, un éclair d'envie dans le regard, ou le sourire trop enthousiaste de quelqu'un masquant son mécontentement pouvait en dire long. Le divertissement du jour consistait en un modeste récital de piano donné par mademoiselle Clara Hewitt, la jeune institutrice, suivie de l'annonce du gagnant de la tombola. L'épouse du pasteur, madame Gooding, s'activait avec son sérieux habituel, veillant à ce que chaque assiette soit remplie et que chaque invité se sente accueilli chaleureusement et qu'on lui rappelle gentiment son devoir de charité. C'est au milieu de ce joyeux brouhaha de bavardages et de tintements de porcelaine que la perturbation se produisit. Un cri strident retentit du côté du chapiteau où étaient empilés les lots de la tombola. Les invités se retournèrent et virent la femme de chambre de madame Gooding, pâle et tremblante, pointer du doigt le panier en osier qui devait être le grand prix. Le panier, rempli de laine à tricoter, de rubans et d'autres bricoles utiles, avait été renversé, son contenu se répandant sur l'herbe. Mais ce ne furent pas les écheveaux de laine emmêlée qui provoquèrent des halètements et l'inquiétude. Niché parmi les fils de soie, gisait la silhouette froissée de M. Henry Barrow, le notaire plutôt impopulaire du village. Son visage était blême, ses yeux mi-clos, et malgré l'irruption de quelqu'un, il était clair, avant même qu'un médecin ne puisse être appelé, que l'homme était au-delà de toute possibilité de secours. Un silence s'abattit sur le jardin. La gaieté des instants précédents se transforme en horreur murmurée. Quelqu'un murmura qu'il avait fait une crise cardiaque. Un autre affirma avoir vu Barrow en parfaite santé il y a à peine 10 minutes. Mademoiselle Clara Hewitt s'évanouit brutalement et s'effondre dans les bras du curé. Les enfants furent rapidement renvoyés à l'intérieur. Le panier à tricot gisait renversé, des brins de laine brillante traînant sur l'herbe comme des rubans accusateurs. Miss Marple, toujours assise sous le lilas, joignit silencieusement les mains. Pour la plupart, c'était une tragédie et un choc. Pour elle aussi, c'était une énigme. Et tandis qu'elle observait le panier, ses yeux bleus perçants s'arrêtèrent sur un petit détail étrange, quelque chose que personne d'autre ne semblait remarquer au milieu de la confusion. Le choc de la disparition soudaine de M. Barrow parcourut Little Durnford comme une pierre tombée dans les eaux calmes d'un étang. Quelques minutes après la découverte, les pelouses du presbytère, autrefois animées par les rires et le tintement de la porcelaine, se réduisirent à un vacarme de murmures inquiets. Les invités se rassemblèrent par 2 ou 3, la voix basse mais toujours aussi avide de spéculation. Le léger cliquetis des tasses de thé avait laissé place au bruissement pressant des ragots. Madame Gooding, pâle mais résolue, fit de son mieux pour rétablir l'ordre. Elle envoya la servante chercher le docteur Travers et envoya un garçon chercher l'agent Reeves dans la rue principale. « Nous devons rester calmes », insista-t-elle en pressant un mouchoir humide sur son front. Le pauvre merci, le pauvre homme. Sans doute était-ce dû à son cœur. Il avait toujours l'air plutôt gris. Pourtant, tandis qu'elle parlait, d'autres murmuraient d'un ton plus sombre. « Une crise cardiaque », chuchota Madame Price, la femme du boulanger,
À sa voisine. Je parie que ce n'était pas le cas. Avez-vous vu son visage? Tout pincé, comme s'il avait avalé quelque chose d'amer. Sa compagne hocha gravement la tête, baissant encore la voix. Et n'y avait-il pas ce désagrément dans le testament de Madame Harcourt? On disait qu'il avait plus à gagner qu'il n'y paraissait. Miss Marple, toujours assise tranquillement sous son buisson de lilas, écoutait sans en avoir l'air. Il était remarquable, pensa-t-elle, de voir avec quelle rapidité la suspicion s'inspirait d'un sol fertile. M. Barreau n'avait pas été populaire, c'était certain. Ses manières étaient officieuses, ses manières brusques. Plus d'un villageois s'était senti offensé ou incommodé par lui. Dans un endroit comme Little Durnford, les ressentiments s'évanouissaient rarement. Ils couraient simplement jusqu'à ce qu'un coup de malchance les ravive. Le docteur Travers arriva précipitamment, sa trousse de premiers soins se balançant. Il s'agenouilla près du corps, même si son visage suggérait qu'il connaissait déjà l'issue. Après un bref examen, il se leva et secoua la tête. « Mort », déclara-t-il en s'éclaircissant la gorge. Gêné. Très soudain. Très pénible. Je pense que oui. Le cœur, très probablement. Mais l'hésitation dans sa voix ne passa pas inaperçue. L'agent Reeves suivait le médecin de près, transpirant abondamment après avoir trotté dans l'allée. C'était un jeune homme corpulent, sérieux et quelque peu intimidé par ses responsabilités. Aussitôt, il chassa les curieux et ordonna que personne ne quitte le domaine avant qu'une déclaration en bonne et due forme ne soit faite. Son empressement provoque des murmures, mais garde les invités regroupés sur la pelouse, leurs murmures s'intensifiant et s'intensifiant. Parmi les voix les plus fortes, celle de Madame Price. « C'est du poison, croyez-moi », déclara-t-elle en serrant son ombrelle comme une arme. « Sinon, pourquoi s'effondrer dans un panier de laine à tricoter? S'il s'était simplement évanoui, il l'aurait fait sur le chemin de gravier ou sur sa chaise, pas là surtout. » D'autres n'étaient pas d'accord, évoquant une apoplexie, un accident vasculaire cérébral, voire un châtiment divin. Mais le mot « poison » persistait comme une bavure, répété et brodé à chaque récit. Mademoiselle Clara Hewitt, ranimée par les sels odorants, s'accrocha au bras du curé, le visage pâle et les yeux écarquillés par le choc. « Je l'ai vu il y a à peine une demi-heure », insista-t-elle d'une voix tremblante. Il discutait avec M. Latham d'un sujet dont je n'entendais pas la raison. Mais il paraissait terriblement contrarié. M. Latham, l'officier de marine à la retraite, rougit et lança sèchement une simple dispute à propos des fonds de la paroisse. Rien de plus. Il était impossible de raisonner cet homme. On ne peut guère parler de querelle. Le recteur lui-même, le révérend Gooding, s'était retiré pour s'entretenir avec le docteur Travers et l'agent Reeves. Son expression habituellement bienveillante était teintée d'inquiétude. Un décès lors de la garden party du presbytère était non seulement tragique, mais profondément gênant. Le village parlerait pendant des mois, peut-être de peu d'autres choses. Il s'inquiétait du scandale, des apparences, de la sainteté de sa pelouse désormais souillée par la tragédie. Pendant ce temps, Miss Marple observait. Elle remarqua que Madame d'Harcourt, veuve et riche, s'attardait à l'écart du groupe, les lèvres pincées comme pour retenir un flot de paroles. Elle observait aussi les regards furtifs échangés entre la postière et le bedeau, comme s'ils partageaient une confidence. Et elle ne put s'empêcher de remarquer le panier à tricot renversé, la laine traînant, et une pelote en particulier plus serrée que les autres, comme serrée dans une ultime étreinte. Lorsque le corps fut transporté à l'intérieur, en attendant le coroner, la garden party était complètement dévastée. Les mères accompagnent leurs enfants chez elles, leur voix aiguë, empreinte à la fois de peur et d'impatience d'être les premières à annoncer la terrible nouvelle. Les voisins s'attardaient aux portes, répétant chaque détail avec enjolivement. Déjà, les versions se multipliaient. M. Barreau s'était étouffé, avait été empoisonné et avait été poignardé.
sans que personne puisse expliquer comment. Dans le village de Little Durnford, les nouvelles circulaient non pas en ligne, mais en cercle, chacune plus importante, plus forte et moins précise que la précédente. Miss Marple partit discrètement, sa présence à peine remarquée au milieu du tumulte. Pourtant, en regagnant sa chaumière impeccable sur High Street, elle portait en elle un sentiment d'inéluctabilité. Ce n'était pas une mort ordinaire. Quelque chose dans la scène, le panier, l'haleine, l'étrange immobilité de la main de Barrow, la taraudait. L'expérience lui avait appris à se fier à son instinct. On se comporte rarement de façon inhabituelle, même dans ces derniers instants. Ce soir-là, les lumières brillaient tard aux fenêtres du village, tandis que les conversations retraçaient les événements de la journée. Certains déplorent le scandale, d'autres s'en réjouissent. Quelques-uns pleuraient Barrow d'un ton mesuré, bien que la plupart expriment leur soulagement. Mais dans le salon de Miss Marple, ses aiguilles à tricoter cliquetant doucement, la vieille dame méditait non pas sur le scandale, mais sur la vérité. La nature humaine, pensait-elle, était la même partout, à Little Durnford comme dans le vaste monde. Et lorsque la vérité s'emmêlait dans un écheveau de ragots, il fallait des mains patientes pour la démêler. Le matin se leva clair et frais sur Little Durnford, la fraîcheur de l'air dissimulant le nuage sombre qui planait sur le village. Les cloches de l'église sonnaient faiblement au loin, mais au lieu de leur ton rassurant habituel, elles semblaient rappeler le malheur de la veille. Le jardin du presbytère, encore jonché de banderoles fanées et des silhouettes fantomatiques des tables, était devenu un lieu où l'on croisait des regards furtifs, le pas accéléré comme si la pelouse elle-même murmurait le malheur. Au petit déjeuner, tout le village savait que la mort de M. Henry Barrow était suspecte. L'agent Reeves, avec un sérieux qui dépassait quelque peu son expérience, avait annoncé qu'en attendant l'arrivée du coroner, l'affaire serait traitée avec la plus grande attention. Cette déclaration se répandit rapidement, agrémentée de suggestions selon lesquelles l'agent avait déjà trouvé des indices, même si ceux-ci pouvaient varier selon le narrateur. La femme du boucher affirma avoir découvert un verre près du panier. L'épicier jura avoir entendu parler d'étranges marques sur les mains de Barrow. Et Madame Price, comme toujours, affirma avec insistance que l'empoisonnement était confirmé. C'est dans ce tourbillon de rumeurs que Miss Marple s'avança avec son air modeste habituel. Elle était allée dans la rue principale, soi-disant pour tricoter de la laine, même si son regard perçant ne manquait pas sa démarche. Les gens se pressaient devant les boutiques, baissant la voix seulement à son passage, puis reprenant avec plus d'intensité une fois partis. À la poste, une file d'attente s'était formée, non pas tant pour les lettres que pour échanger des théories. Madame Ellis, la receveuse des postes, était dans son élément, penchée au-dessus du comptoir, l'air conspirateur. « Un homme comme M. Barrow ne tombe pas raide mort », déclara-t-elle à qui voulait l'entendre. « Il s'était fait des ennemis. Oh, oui, il était mêlé à toutes sortes d'affaires. Croyez-moi, ça finira par se savoir. » Miss Marple reçut son colis de timbre avec une légère gratitude et un sourire tendre, sans rien dire. Elle n'avait pas besoin d'inciter les gens à parler librement lorsqu'ils croyaient ne faire que répéter ce que tout le monde savait déjà. Elle écoutait, notant non seulement les mots, mais aussi le ton, le choix des détails, l'empressement des uns et la réticence des autres. D'après son expérience, la culpabilité s'exprimait rarement directement, mais plutôt à travers les petites irrégularités de comportement. Plus tard dans la matinée, l'agent Reeves se rend au cottage de Miss Marple. Conscient de son expérience, il nourrissait un profond respect pour sa réputation, même s'il ne l'aurait pas admis à voix haute. « Juste pour vous informer, mademoiselle Marple, dit-il en polissant son casque avec un mouchoir, j'ai reçu l'ordre de l'inspecteur de Much Haddam de recueillir des dépositions. Il semblerait qu'une enquête soit possible. En attendant,
Mieux vaut éviter les spéculations. Son regard grave trahissait qu'il savait que les spéculations étaient pourtant précisément ce à quoi personne ne pouvait résister. Miss Marple hocha gentiment la tête. « Bien sûr, agent. Je suis sûr que vous faites tout avec le plus grand soin. » Elle lui offrit du thé, qu'il déclina d'un signe de tête gêné, et le regarda descendre le chemin en fumant, déterminé à chaque pas. Ce n'était pas la faute de l'agent Reeves, songea-t-elle. Il avait été formé à rechercher des preuves tangibles, des empreintes digitales, des traces de pas, des verres mal placés. Mais à Little Durnford, la vérité ne se trouvait pas dans la terre ou le panier, mais dans les habitudes, les ressentiments et les petites tromperies des gens. Cet après-midi-là, elle prit le thé avec sa voisine, Madame Harcourt. La veuve avait failli s'évanouir à la garden party, mais elle paraissait curieusement calme, son châle de dentelle noire drapé élégamment sur ses épaules. « Quelle horreur !» murmura Madame Harcourt en remuant sa tasse d'un geste lent et posé. Monsieur Barrow était bien sûr un avocat compétent. Pourtant, je ne peux pas dire que je l'appréciais. Il me pressait terriblement au sujet de la succession de mon défunt mari. Vraiment incivil. Elle leva les yeux, le regard perçant malgré son ton langoureux. Pourtant, il serait cruel de médire des morts. Miss Marple ne fit aucun commentaire, mais elle observa la façon dont les doigts de Madame Harcourt se crispaient sur sa cuillère, comme si elle se souvenait d'un souvenir un peu trop douloureux pour être oublié. Plus tard, chez l'épicier, elle entendit M. Latham raconter à qui voulait l'entendre qu'il avait été injustement accusé de s'être disputé à Barrow. « Cet homme était obstiné, oui, dit-il en haussant le ton, mais insinuer que j'étais pour quelque chose dans sa chute était ridicule. J'ai servi le roi et le pays. Je ne laisserai pas mon nom être sali par des langues oiseuses. » Son indignation était sincère, peut-être trop sincère, comme s'il cherchait à se persuader lui-même autant que les autres. Tout au long de la journée, les fils de conversation se tissaient en un écheveau inextricable. Chaque villageois offrait un morceau, la servante qui avait porté le panier jurait avoir vu Barrow se pencher vers lui quelques instants avant que le curé n'insiste sur le fait que Barrow était pâle depuis des semaines. Madame Price prétendait l'avoir vu glisser quelque chose dans sa poche pendant les préparatifs de la tombola. Chaque détail était insignifiant, peu concluant, mais ensemble, ils laissaient entrevoir un motif qui restait malheureusement obscur. Ce soir-là, Miss Marple était assise dans son salon, ses aiguilles cliquetant sans cesse tandis que le crépuscule s'épaississait. Un bas à moitié fini poussait sur ses genoux, le fil traînant dans son panier à côté d'elle. Son regard, cependant, était lointain. Elle repensa à la main de Barrow posée étrangement sur la laine, à la tension particulière d'un seul fil, à l'empressement du village à trouver des motifs. Elle ignorait encore ce qui s'était passé, mais elle était certaine que ce n'était pas une coïncidence. Le comportement humain, après tout, commet rarement des erreurs sans laisser de traces. Il suffisait d'être assez patient pour s'en apercevoir. Le lendemain, le coroner, l'inspecteur et peut-être un interrogatoire plus formel seraient attendus. Mais ce soir-là, alors que 9 heures sonnaient, Miss Marple se laissa aller dans son fauteuil, l'air serein et résolu. Elle savait qu'elle ne dormirait pas facilement tant qu'elle n'aurait pas mis de l'ordre dans ses pensées. Car dans les plus petits détails, le regard déplacé, le déni trop insistant, se cachait un début de vérité. Et Jane Marple, avec son sens de l'observation inné, comptait bien la trouver. L'inspecteur Graves arriva de Much Haddam 2 jours après la garden party, sa présence conférant une gravité officielle à ce qui n'était jusque-là que murmures et conjectures. C'était un homme grand et anguleux, à la moustache hérissée, dont les manières se trahissaient à la fois efficacité et impatience. L'agent Reeves, visiblement soulagé de lui céder ses responsabilités, se tenait à ses côtés tel un terrier avide de plaire.
Lorsque Graves convoqua une réunion à la salle paroissiale, le village était mûr pour les conclusions. L'air vibrait de l'attente de suspects, peut-être même d'une arrestation. Les gens étaient assis sur de dures chaises en bois, le visage crispé par la curiosité et l'appréhension. Miss Marple, tricotant sur ses genoux, occupait un modeste siège, d'angle, ses aiguilles claquant doucement comme si elles ne faisaient qu'attendre. Elle savait pertinemment qu'en de tels moments, les questions de l'inspecteur s'adressent autant au public qu'à l'accusé. Graves commença vivement. « Nous enquêtons sur la mort subite de M. Henry Barrow, notaire de cette paroisse. L'examen préliminaire a exclu toute cause naturelle. Il y a de fortes raisons de penser qu'il a été empoisonné. » Un bruissement parcourut la salle, suivi d'un murmure de justification de la part de Madame Price. L'inspecteur leva la main. « Nous gardons l'esprit ouvert. Cependant, certains faits ont été révélés. » Il fait un geste vers M. Latham, l'officier de marine à la retraite, qui se raidit sur sa chaise. On sait que M. Barrow et M. Latham se sont disputés peu avant l'incident. Plusieurs témoins attestent de propos houleux. « Monsieur Latham, pourriez-vous nous expliquer vos relations avec le défunt ?» Le vieux marin se leva, les joues rouges. « Une dispute, rien de plus. » L'homme s'obstinait au sujet des comptes de la paroisse. Il l'accusait de malversation, ce que je ne faisais pas. Je le lui ai dit sans détour. Il marque une pause, la voix lourde de colère. Mais suggérer que je m'abaisserais à un meurtre, c'est absurde. Sa main tremblait légèrement lorsqu'il reprit sa place, mais il était difficile de dire si c'était de l'indignation ou autre chose. Graves écoutait impassiblement, griffonnant une note. Quoi qu'il en soit, la dispute est consignée. Elle nous motive. Il se tourna ensuite vers Madame Harcourt, qui sursauta visiblement à l'évocation de son nom. « Vous, madame, étiez également connue pour avoir eu des différends commerciaux avec M. Barrow. Plusieurs villageois ont remarqué votre mécontentement quant à sa gestion de la succession de votre défunt mari. » Les lèvres de Madame Harcourt se pincèrent. Son châle de dentelle glissa de son épaule, tandis qu'elle se redressait, la dignité incarnée. « Monsieur Barrow est vraiment difficile. Il me pressait d'une manière que je trouvais indélicate. Mais je vous assure, inspecteur, que je n'ai rien fait pour sa mort. Je suis une dame, pas une empoisonneuse. » Sa voix était pleine de hauteur, même si ses yeux se posèrent un instant au sol. Les rumeurs se répandirent rapidement parmi les villageois rassemblés, les murmures circulant d'un banc à l'autre. Pour beaucoup, l'affaire semblait assez claire. Latham et son tempérament, ou Madame Harcourt et ses griefs. Tous deux avaient des raisons. Tous deux avaient l'occasion. Et tandis que l'inspecteur Graves poursuivait, il était évident que lui aussi penchait pour ces deux suspects faciles à manipuler. Miss Marple, cependant, ne se rallia pas à ce consensus. Elle observait en silence, ses aiguilles bougeant à un rythme mesuré, l'air légèrement intéressé. Ce qui la frappa, ce ne fut pas la force des accusations, mais la subtilité des réactions. Les fanfaronnades de M. Latham semblaient presque répétées, comme s'il savait qu'il devait afficher son indignation. Le calme de Madame Harcourt était tout aussi révélateur, trop soigneusement arrangé, tel un rideau tiré pour cacher une pièce en désordre. D'autres, pourtant, passaient moins inaperçus. Clara Hewitt, l'institutrice, pâle et blême, évitait tout regard. Le curé, qui l'avait surprise lorsqu'elle s'était évanouie, gardait un silence inhabituel, les doigts crispés. Et la receveuse des postes, Madame Ellis, se penchait en avant, avec une impatience qui suggérait qu'elle en savait plus qu'elle n'en avait encore dit. Ces petits comportements, ignorés de la plupart, s'installèrent dans l'esprit de Miss Marple comme les points de suture d'un motif qui s'amplifie. À la fin de la réunion, les villageois se dispersèrent dans un tourbillon de commentaires. On entendit Madame Price déclarer triomphalement qu'elle avait toujours dit que c'était du poison, et l'inspecteur acquiesça. M. Latham sortit en trombe, sa canne heurtant le parquet, marmonnant des propos injustes.
Madame Harcourt s'éloigna avec une dignité glaciale, refusant de répondre aux regards qui la poursuivaient. Dans leur sillage, les spéculations redoublèrent. Ce soir-là, l'inspecteur Graves s'entretint avec l'agent Reeves à l'auberge. « L'affaire ne sera pas difficile », dit-il avec assurance, tirant sur sa pipe. 2 personnes aux motivations claires. Le rapport du coroner confirme la présence de digitaline, ingérée dans une boisson ou un bonbon. Il s'agira de prouver qui en a eu l'occasion. Reeves hocha la tête, soulagé que les choses paraissent si simples. Mais dans son cottage, Miss Marple envisageait les choses différemment. Elle avait vécu assez longtemps pour savoir que l'explication évidente était souvent trop facile. La nature humaine, songea-t-elle, se comportait rarement avec autant de propreté. Les gens étaient désordonnés, contradictoires et sournois. Une querelle ou une rancune pouvait te révéler immobile, mais la véritable culpabilité se cachait dans des détails comme la façon de tenir une tasse de thé, le regard qu'on s'efforçait de ne pas jeter, l'incohérence d'une histoire répétée 2 fois. Tandis que ses aiguilles cliquaient doucement, elle repensa au panier à tricoter, au fil brillant emmêlé par une main inerte. Il y avait quelque chose là-dedans. Elle était certaine que l'inspecteur avait manqué un détail dans son zèle à attribuer la faute. Tant qu'elle n'aurait pas démêlé ce nœud, elle n'accepterait pas l'histoire si simple que le village s'empressait de croire. 2 matins après la réunion de l'inspecteur Graves à la salle paroissiale, le jardin du presbytère retrouva un semblant de calme. Le chapiteau avait été démonté, les banderoles rassemblées et l'herbe portait encore de légères marques là où les tables avaient été posées. Pourtant, l'ambiance festive avait dissuadé les voisins de s'attarder près du portail, et Madame Gooding, d'ordinaire une hôtesse infatigable, s'activait à l'intérieur avec une vivacité inhabituelle, peu disposée à mettre le pied là où la tragédie venait de se dérouler. Miss Marple, cependant, ne se déroba pas. Elle s'était arrangée avec Madame Gooding pour récupérer un plateau de pots de confiture restant de la fête, et à son arrivée, elle s'arrêta délibérément près de l'endroit même où Henry Barrow s'était effondré. Le panier à tricot, vidé de son contenu comme preuve, avait été rapporté au presbytère, posé maintenant innocemment sur une petite table d'appoint dans le hall. La plupart ne virent qu'un panier. Miss Marple vit un puzzle à moitié démêlé. Madame Gooding se tordit les mains en tendant les bocaux. « J'aurais préféré qu'il n'ait jamais choisi ce panier pour la tombola, » dit-elle avec anxiété. « Il est contaminé maintenant. Plus personne n'en voudra, bien sûr. Quelle association déplorable. » Elle baissa la voix. « Entre nous, Jane, j'espère vraiment que l'inspecteur réglera vite la situation. Tous ces ragots sont inconvenants. Le pauvre révérend ne sait presque pas comment faire ses sermons à cause de tous ces chuchotements derrière les bancs. » Miss Marple compatit, puis reporte son attention sur le panier. « Puis-je » demanda-t-elle doucement. Madame Gooding, distraite, hocha la tête. Se penchant plus près, Miss Marple examina le tressage de l'osier. Il était ordinaire, certes, mais non dénué d'intérêt. Un coin portait une légère tache sombre, facilement négligée, comme si quelque chose avait coulé et séché. La laine, soigneusement enroulée et remise en place par le policier, n'était pas parfaitement régulière, et une écheveau de mérinos bleu fin était plus courte que les autres, coupée assez brusquement. L'œil de tricoteuse de Miss Marple comprit aussitôt qu'aucune femme économe ne gaspillerait autant de longueur sans raison. Elle ne dit rien, effleurant simplement la laine du bout des doigts avant de laisser tomber. Madame Gooding jacassa sur l'enquête du coroner, mais Mademoiselle Marple retournait les petites irrégularités dans sa tête. Au cours de sa longue vie, elle avait appris que le moindre détail domestique pouvait faire perdre du fil, qu'un bouton dépareillé pouvait être le fil conducteur d'un motif plus vaste. En quittant le presbytère, elle rencontra Clara Hewitt qui marchait d'un pas rapide vers l'école. La jeune femme était encore pâle, les mains serrées sur une pile de cahiers, comme pour la protéger des regards indiscrets du village. « Bonjour, ma chère. »
la salua Miss Marple d'une voix chaleureuse. Clara sursauta, puis força un sourire. « Oh, Miss Marple, bonjour. Je dois vraiment me dépêcher, car les enfants m'attendent. » Pourtant, sa hâte semblait moins teintée de devoir que du désir d'éviter la conversation. Continuant le long du chemin, Miss Marple s'arrêta chez l'épicier, où Madame Price tenait déjà sa cour. « C'est évident, comme mon nez », déclara-t-elle à un auditoire attentif. La dispute avec la Tam était son échec. Un homme ne peut supporter qu'une certaine colère avant de craquer. Ou peut-être était-ce dû à cette veuve qui semblait toujours capable de tout, avec ses soises fines et ses airs. Les auditeurs hochèrent la tête, l'imagination en éveil. Miss Marple, prenant son thé, inclina simplement la tête. La rumeur, pensa-t-elle, avait le don de se déposer comme la poussière, sur chaque surface, occultant l'essentiel. Cet après-midi-là, l'inspecteur Graves passa à son cottage. « J'ai cru comprendre que vous posiez des questions, mademoiselle Marple, » dit-il, la moustache hérissée de désapprobation. « Je vous déconseille d'intervenir. Laissez faire les professionnels. » Son ton était ferme, mais son regard trahissait la fatigue. Le rapport du coroner avait confirmé une intoxication numérique, contractée d'une manière ou d'une autre pendant la fête. Pourtant, Graves admit, à contre-cœur, n'avoir trouvé ni verre, ni tasse, ni assiette contenant suffisamment de résidus pour prouver la façon dont le médicament avait été administré. Miss Marple sourit doucement. « Oh, je vous assure, inspecteur, je n'ai rien fait de tel. On n'entend que ce que les autres disent quand on vit comme au village. Les gens sont si gentils de partager leurs pensées. » Elle lui offrit du thé, qu'il déclina. En partant, elle remarqua qu'il n'avait pas pensé à s'enquérir du panier à tricot. Les hommes, songea-t-elle, le faisaient rarement. Ils voyaient de grandes formes, pas de petits détails. Ils cherchèrent des preuves dans des lunettes et des bouteilles, jamais dans des écheveaux de laine. Ce soir-là, Miss Marple était assise dans son salon, le panier de son tricot à côté d'elle. Elle dévissa une pelote de laine d'un doigt prudent, mesurant la longueur avant de couper le bout. Le souvenir de l'écheveau bleu raccourci lui revint, la lancinant doucement. Quelqu'un l'avait coupé précipitamment, maladroitement. Pourquoi? Pas pour tricoter, pas par économie, pour se cacher peut-être, ou par nécessité. Elle posa son ouvrage, ses aiguilles silencieuses pour une fois, et contempla le feu. Ce n'était pas une preuve, pas encore, mais c'était un indice si infime qu'il avait échappé à l'inspecteur, à l'agent de police et au coroner. Pendant ce temps, à travers le village, les portes se fermaient hermétiquement, tandis que le crépuscule s'épaississait. Certains prirent pour une résolution rapide, d'autres craignaient que leur nom ne soit soupçonné. Et dans plus d'un foyer, les secrets s'agitaient avec inquiétude, tels des mythes coincés dans un tiroir. Car la vérité, Miss Marple le savait, restait rarement cachée longtemps. Telle une maille ratée, elle finit par se révéler. Et alors, le motif deviendrait enfin clair. Dans les jours qui suivirent la discrète découverte de l'écheveau raccourci par Miss Marple, l'atmosphère à Little Durnford devint pesante. Ce qui avait commencé comme des ragots se transforma en suspicion. Les voisins se toisent avec une politesse réservée. Les rencontres fortuites chez le primeur ou à la poste étaient ponctuées de silences plus éloquents que les mots. La tragédie de la garden party avait bouleversé le village et avec elle, des griefs longtemps enfouis commencèrent à refaire surface. L'inspecteur Graves poursuit son enquête avec une efficacité rigoureuse, convoquant des personnes au presbytère pour interrogatoire. Bien que discrètes par nature, les convocations elles-mêmes alimentèrent les spéculations. Clara Hewitt fut appelée la première, son visage pâle trahissant sa nervosité, tandis qu'elle traversait la rue principale en courant. « La pauvre fille a l'air épuisée », murmura Madame Price, observant avec un intérêt avide. « Croyez-moi, elle en sait plus qu'elle ne le dit. »
Pourquoi s'évanouir si dramatiquement, si ce n'est par culpabilité? L'interview de Clara n'a guère apaisé les rumeurs. Elle a admis avoir entendu M. Barrow se disputer avec M. Latham le jour de la fête. Mais, sous la douce pression de Graves, elle a également avoué que Barrow l'avait pressé personnellement. Il avait, semblait-il, fait allusion à des irrégularités dans son contrat d'enseignante, suggérant qu'un léger oubli juridique pourrait lui coûter son poste. Sa voix tremblait. Il a dit qu'il pouvait m'aider contre rémunération. Je ne savais pas quoi faire. Je l'ai évité autant que possible. La révélation fit grand bruit. Clara Hewitt, une institutrice respectable, avait-elle été menacée par Barrow? C'était déjà choquant, mais crédible compte tenu de la réputation de malhonnêteté de l'avocat. Grave, saisissant l'aveu, insista. « Avez-vous jamais souhaité son départ ?» Clara hésita, les larmes aux yeux. « Je l'ai peut-être pensé, mais réfléchir n'est pas agir, inspecteur. » Elle fut renvoyée, mais non sans avoir porté atteinte à sa dignité et laissé sa réputation aux rumeurs du village. Puis vint Madame Harcourt, qui fit face à l'inspecteur avec un calme glacial. « Vous m'avez demandé si je m'étais disputé avec M. Barrow, » répondit-elle froidement. « Oui, c'est vrai. Il a essayé de me forcer à faire des placements que je désapprouve. Il a même insinué que mon mari avait laissé des dettes, toutes accumulées. Je le lui ai dit, et je lui ai conseillé de ne plus jamais franchir le seuil de ma porte. » Elle marque une pause, le menton levé. « Mais je ne l'ai pas tué. Insinuer cela est insultant. » Grave remarqua ces paroles, mais vit dans sa sévérité la dureté même qui pouvait masquer des intentions plus sombres. Plus tard, le même jour, l'interrogatoire de M. Latham dégénéra en une fureur audible, sa voix rauque résonnant dans le couloir du presbytère. « Du poison? Moi? J'ai combattu sur les mers, mon vieux, pas dans des tasses de thé. Barrow était un ver, certes, mais je ne m'abaisserai pas à ce point. » Sa canne heurta le sol en partant, l'officier offensé jusqu'au dernier centimètre. Les notes de l'inspecteur s'encombrent de motivations, toutes plus personnelles et sordides les unes que les autres. Pendant ce temps, Miss Marple poursuivait ses observations discrètes. Elle rendait des visites apparemment innocentes, un panier de scones pour le curé, quelques coupures de papier pour Madame Ellis à la poste, un mot de sympathie pour Clara. Pourtant, à chaque rencontre, elle glanait des bribes de vérité. Le curé, se tordant les mains, avoua avec inquiétude que M. Barrow avait menacé de révéler certains dons de paroissiens qu'ils auraient préféré taire. Madame Ellis, quant à elle, laissa échapper que Barrow avait été vu en train de retirer des lettres portant la mention privée de la boîte postale tard le soir, une irrégularité qui fit réfléchir Miss Marple. Au même moment, d'autres tensions surgirent parmi les villageois eux-mêmes. Madame Price confronte Clara devant l'école. « Si tu nous avais dit plus tôt ce qu'il t'avait dit, nous aurions peut-être compris. Au lieu de cela, tu t'évanouis comme une âme coupable. » Clara, piquée au vif, ne put que bafouiller une protestation avant de se retirer à l'intérieur. Chez l'épicier, M. Latham et Madame Harcourt se croisèrent, échangeant un regard de dégoût mutuel. « Nous serions tous mieux lotis si Barrow n'avait jamais mis les pieds ici, » murmura Madame Harcourt d'une voix audible. « Effectivement, » grogna M. Latham, « mais je ne tiens pas à être blâmé. » Même le presbytère n'était pas épargné. Le révérend Gooding, épuisé par la tension, avoua en privé à Mademoiselle Marple que Barrow l'avait pressé de vendre une parcelle de terrain appartenant à l'église pour la construire, proposition qu'il avait refusée. « Je me demande maintenant si c'était sage, » soupira-t-il. « On dirait que tout le monde le voulait. Je ne peux que craindre pour ma paroisse. » Mademoiselle Marple, hochant doucement la tête, l'assura que la vérité avait toujours tendance à refaire surface, même cachée sous les apparences. Ce qui frappa le plus Miss Marple, ce ne fut pas la multitude des griefs, mais la similitude de leurs caractéristiques.
Barrow avait usé de sa profession comme d'une arme, exploitant la faiblesse, menaçant de dénoncer, laissant entendre le scandale. Chaque victime en était ressortie effrayée, pleine de ressentiment ou humiliée. De telles blessures, souvent dissimulées sous des sourires polis, pouvaient se transformer en haine. Pourtant, la haine seule ne suffisait pas à prouver la culpabilité. Le véritable meurtrier avait agi avec calcul, glissant du poison sur le chemin d'un homme sans méfiance, puis laissant les ragots obscurcir la situation. Ce soir-là, dans son salon, Miss Marple posa son tricot pour réfléchir. Les chevaux de laine raccourcis, la tache sur le panier, la réticence de certains villageois à la regarder, dans les yeux semblaient des fragments d'un motif. Mais il y avait autre chose, un malaise qui la rongeait chaque fois que le visage pâle de Clara Hewitt lui revenait à l'esprit. Non pas de la culpabilité, précisément, mais de la peur. Peur non pas de ce qu'elle avait fait, mais de ce qui pourrait encore être révélé. Miss Marple savait par expérience que les gens se trahissaient souvent sous la pression. Les secrets, une fois révélés, restaient rarement enfouis. Déjà, le village vacillait sous le poids des soupçons, des alliances se brisent, des esprits s'échauffent. La vérité éclatera, comme toujours, non pas par des aveux spectaculaires, mais par les subtiles failles du comportement humain. Et Jane Marple, silencieuse dans son fauteuil, son tricot à côté d'elle, serait prête à la découvrir quand elle surviendrait. L'enquête du coroner était prévue pour le jeudi suivant, et le village de Little Durnford vibrait d'une impatience anxieuse. L'inspecteur n'avait pas encore désigné de suspect officiel, mais la plupart des villageois avaient déjà décidé entre eux que M. Latham ou Mme Harcourt seraient bientôt emmenés dans le déshonneur. La certitude avec laquelle la communauté attribuait la culpabilité ne faisait qu'aiguiser leur soif d'information. Chaque coup du facteur, chaque pas de l'agent Reeves dans la ruelle faisait trembler les rideaux et les murmures voletaient comme des moineaux. La veille de l'enquête, cependant, le village reçoit un choc qui ébranla ses convictions. Tard dans l'après-midi, la nouvelle se répandit que Clara Hewitt, la jeune institutrice, avait été retrouvée effondrée à son bureau dans l'école. Ce fut Madame Price qui la découvrit, partie livrer un panier de scones sous prétexte de gentillesse, mais avide de nouvelles. Clara gisait affalée sur ses cahiers, la peau pâle, les lèvres légèrement bleutées. Au début, Madame Price hurla que le meurtrier avait encore frappé, mais le docteur Travers, appelé en toute hâte, déclara que Clara était vivante, faible, empoisonnée par un poison plus léger que celui qui avait tué Barrow, mais dont il ne pouvait se passer. La révélation provoqua une onde de choc dans le village. Si Clara avait elle aussi été empoisonnée, qu'est-ce que cela signifiait? Certains déclarèrent aussitôt qu'elle était la victime désignée depuis le début, la mort de Barrow étant un malheureux accident. D'autres murmurèrent le contraire. Clara elle-même avait tenté d'empoisonner Barrow et, prise de panique ou de remords, avait avalé sa propre dose de médicaments. L'inspecteur Graves, le visage sombre, confina Clara à son logement sous surveillance, tandis qu'il rôdait dans la rue principale avec une urgence renouvelée. Miss Marple, assise tranquillement avec son tricot, pensait autrement. Elle avait rendu visite à Clara la veille et avait lu la peur dans les yeux de la jeune femme. Cet effondrement, pensait-elle, n'était ni accidentel ni volontaire. C'était peut-être un avertissement, une mise au silence de quelqu'un qui en savait trop. Mais si Clara possédait des connaissances suffisamment dangereuses pour provoquer une telle attaque, qu'avait-elle vu ou entendu exactement? Le lendemain, la salle paroissiale était comble pour l'enquête. Le coroner, un homme impassible, coiffé d'un pince-nez et réputé pour sa précision, présidait avec solennité. Le jury, composé d'habitants du quartier, écoutait avec gravité l'inspecteur présenter ses preuves. M. Barrow avait ingéré de la digitaline, probablement introduite lors de la tombola.
Le poison était subtil, facilement dissimulable par la nourriture ou la boisson, et nécessitait une administration réfléchie. Les querelles, disputes et rancunes des voisins de Barrow furent racontées en détail, chacune sonnant comme une condamnation. Pourtant, le suspense de la procédure fut éclipsé par le nouveau scandale de l'empoisonnement de Clara. Le coroner souleva le sujet avec une gravité cinglante. Il semblerait que quelqu'un souhaite exclure d'autres témoins ou que l'évanouissement de mademoiselle Hewitt suggère son implication dans la mort de M. Barrow. Dans les deux cas, on ne peut pas considérer l'affaire comme une coïncidence. Les villageois murmurèrent, certains par sympathie, d'autres par suspicion. Clara elle-même, pâle et secouée, fut portée par deux assistants, ses protestations faibles mais audibles. « Je ne l'ai jamais touchée. » Pendant tout ce temps, Miss Marple restait assise en silence au dernier rang, les yeux fixés non pas sur Clara, mais sur les autres. Elle remarqua que l'éventail de Madame Harcourt ne tremblait que lorsque Clara parlait, que M. Latham lançait un regard noir, non pas au coroner, mais à la foule murmurante, que Madame Ellis se penchait en avant, comme impatiente de saisir chaque mot, et pourtant ses lèvres pincées par un non-dit. Elle se souvenait aussi de la légère tache sur le panier à tricoter et de l'écheveau de laine raccourci, détails invisibles pour la plupart, mais lumineux dans son esprit. Un motif commençait à se dessiner, même si son dessin n'était pas encore achevé. Le verdict de l'enquête fut un empoisonnement accidentel administré par un ou plusieurs inconnus. Personne n'en fut satisfait. Les villageois quittèrent la salle divisés, certains convaincus de la culpabilité de Clara, d'autres de celle de Latham, et quelques-uns chuchotant à voix basse au sujet de Madame Harcourt. Mais tous s'accordèrent sur un point. Il y avait encore un meurtrier parmi eux, et peut-être une seconde tentative avait-elle eu lieu. Le soupçon s'épaissit, jusqu'à devenir un brouillard palpable, pesant sur chaque salutation, chaque regard, chaque simple course. Ce soir-là, tandis que les lampes brillaient aux fenêtres du cottage, Miss Marple était assise dans son salon, ses aiguilles posées sur ses genoux. Elle pensait à Clara, faible mais vivante, à Barrow, glacé dans sa tombe, à l'inspecteur, poursuivant des motivations trop évidentes pour être vraies. Et elle pensait au panier, l'humble panier à tricoter dont la laine avait été dérangée, l'écheveau raccourci. La nature humaine, songea-t-elle, se trahissait souvent, non pas par de grands gestes, mais par de petits détails domestiques. Quiconque avait touché à cette laine l'avait fait pour une raison, et les raisons, une fois comprises, menaient toujours à la vérité. Mais la vérité n'était pas encore prête. Elle restait enchevêtrée dans les fils de la peur et du silence, dans des secrets jalousement gardés. Un autre geste allait être fait. Miss Marple était certaine qu'un autre signe trahirait la main derrière ses cruautés silencieuses. Et lorsque ce moment viendrait, elle serait prête à voir ce que les autres avaient ignoré. Le lendemain de l'enquête, le jour se leva, gris et morne, comme si le ciel lui-même reflétait le malaise du village. La rue principale était inhabituellement calme, même Madame Price, qui savourait d'ordinaire ses occasions de déclaration théâtrale, parlait à voix basse, en ramassant son pain. La suspicion planait sur Little Durnford comme un brouillard, brouillant les contours de vieilles amitiés et de la confiance entre voisins. Clara Hewitt, encore faible mais en convalescence, avait été confiée aux soins de Madame Gooding au presbytère, où elle était constamment surveillée. L'inspecteur Graves avait pris l'habitude d'arpenter les ruelles, sa moustache se hérissant d'heure en heure, frustré que l'affaire refuse de donner la résolution nette qu'il espérait. Miss Marple, quant à elle, vaquait à ses occupations habituelles, avec la même dignité tranquille que d'habitude. Elle prenait le thé à 4 heures, arrosait ses géraniums et assistait aux vêpres. Pourtant,
Sous ce rythme paisible, son esprit travaillait sans relâche, renouant les fils épars des comportements humains qu'elle avait observés. Elle avait depuis longtemps cessé de penser à la question en termes de poison, de récipient ou de preuves scientifiques. Pour elle, la question était tout à fait humaine qui, parmi tous ces êtres, s'était montrée capable d'une telle cruauté tout en conservant le masque de la respectabilité. C'est lors d'une visite apparemment informelle que Miss Marple commença son test discret. Elle s'arrêta à la poste sous prétexte de récupérer un petit paquet de laine. Madame Ellis, la receveuse, l'accueillit avec une réserve inhabituelle, son sourire trop figé, ses mains trop agitées tandis qu'elle triait le courrier. « Une affaire épouvantable, Miss Marple, » dit-elle avec une solennité forcée. « N'empêche, j'ose croire que l'inspecteur Graves aura bientôt réglé le problème. Un homme comme M. Barrow, avec des ennemis partout, ça aurait pu être n'importe qui. » Le regard de Miss Marple s'attarda sur les doigts précis de la femme, qui palpitaient les enveloppes. Elle fait une remarque douce. Je pensais justement à quel point il était curieux que les chevaux de laine bleue dans le panier de tombola paraissent plus courts que les autres. Je déteste tellement qu'on gaspille des écheveaux. C'est presque un crime contre l'économie, n'est-ce pas? Elle sourit innocemment, mais son regard ne quitta pas Madame Ellis. Le rouge de la postière se releva brusquement, même si elle se reprit vite. « Oui, oui, » dit-elle d'un ton trop vif. « Peut-être que l'agent s'est trompé de mesure en les remettant. Ils ne sont pas très malins avec ce genre de choses. » Miss Marple laissa tomber l'affaire, accepta son colis et partit avec des remerciements. Pourtant, elle avait vu la réaction, la lueur d'alarme, l'excuse hâtive. Ce n'était pas une preuve, mais c'était révélateur. On ne rougit pas pour de la laine, à moins qu'il n'y ait plus de détails. Plus tard, elle rend visite à Madame Harcourt, qui la reçoit dans un salon parfumé de lavande et de ressentiment. La veuve, toujours élégante, servit le thé d'une main ferme, mais sa conversation était teintée d'amertume. « J'entends le village dire que je l'ai tué, » remarqua-t-elle froidement. « Il pense que parce que je me suis disputée avec lui, je suis capable d'empoisonner. Qu'il bavarde, j'ai enduré pire. » Miss Marple écoutait avec attention, ses yeux remarquant la rigidité de la posture de Madame Harcourt, la façon dont son regard se posait sur la cheminée chaque fois que le nom de Clara était mentionné. Lorsque Miss Marple demanda nonchalamment si Madame Harcourt tricotait, la veuve laissa échapper un petit rire. « Tricoter, ma chère, je n'ai aucune patience pour une telle corvée. Il n'y a aucun tremblement, aucune lueur, seulement du dédain. Si une culpabilité subsistait, elle était profondément enfouie. » Miss Marple rend ensuite visite à M. Latham, l'officier de marine à la retraite. Il la salua brusquement, mais la laissa s'asseoir dans son salon en désordre. « On dit que je me suis disputé avec lui, » aboya-t-il, comme si une dispute était un meurtre. Un homme comme Barrow collectionnait les disputes comme d'autres collectionnent les timbres. Miss Marple hocha la tête avec sympathie, remarquant sa belle collection d'estampes navales. Puis, comme en passant, elle observa. « J'imagine que vous avez l'habitude des nœuds et des cordes dans votre service. Très utile, je pense, pour raccommoder ou pour attacher proprement des choses, peut-être même des écheveaux de laine. » Latham la regarda, perplexe, avant d'éclater de rire. « De la laine ? Madame, je ne saurais pas quoi en faire. Ma gouvernante s'en charge. Je sais épicer une corde, mais je ne pourrais pas me permettre de fabriquer une pelote de laine. » Son rire était franc, sincère. Miss Marple est partie convaincue qu'un marin pouvait savoir manier les cordes, mais pas tricoter la laine. À la tombée de la nuit, Miss Marple avait semé ses graines dans 3 jardins, différents. Chacun avait réagi différemment, Madame Ellis, avec une expression nerveuse. Madame Harcourt, avec un dédain froid. Monsieur Latham, avec un rejet véhément. Un seul avait manifesté une réaction disproportionnée à la remarque. Un seul, semblait-il, avait vu dans sa naïve réflexion plus qu'une observation triviale.
De retour dans son salon, la douce lumière de la lampe éclairant ses aiguilles, Miss Marple songea à la journée. L'inspectrice pouvait bien s'en prendre aux querelles et aux volontés, mais elle avait appris ce dont elle avait besoin, de la laine et des mots. Les gens, mis à l'épreuve subtilement, se révélaient d'une manière qu'ils ne pouvaient dissimuler. Et elle, avec ses questions douces et son regard calme, avait entrevu la vérité plus clairement que n'importe quelle enquête officielle. Pourtant, elle ne voulait pas encore parler. Le schéma n'était pas encore achevé, la preuve n'était pas prête. Encore un peu de patience, et le nœud se dénouera complètement. Pour l'instant, elle tricotait avec régularité, chaque maille étant un écho silencieux de ses pensées, tandis qu'à l'extérieur, le village s'endormait péniblement, ignorant que la partie était presque terminée. L'inspecteur Graves, las de poursuivre des querelles qui n'ont abouti à rien, acceptait à contre-cœur la suggestion de Miss Marple d'une réunion au presbytère. « Il est parfois utile, dit-elle avec son plus doux sourire, de laisser les gens discuter entre eux. Vous savez, les choses finissent toujours par s'éclaircir lorsqu'on les examine sous leur meilleur jour. » Graves, bien que sceptique, en avait suffisamment appris sur l'influence discrète de la vieille dame pour céder. Ainsi, par une soirée sombre, les principaux protagonistes de l'affaire se retrouvèrent réunis sous le toit du presbytère. Madame Harcourt arriva drapée dans son châle, le menton haut, défiant quiconque de remettre en question sa dignité. Monsieur Latham s'approcha d'un pas lourd, sa canne à la main, grommelant pour le temps perdu. Clara Hewitt, pâle mais déterminée, était assise, soutenue par Madame Gooding. Madame Ellis, la receveuse de poste, arriva la dernière, le regard errant, nerveusement, les doigts agités à ses côtés. Le révérend Gooding et son épouse présidaient avec inquiétude, tandis que l'inspecteur Graves rôdait, l'air renfrogné, trahissant à la fois impatience et curiosité. Et au centre de l'assemblée, discrète dans son fauteuil, Miss Marple était assise, son panier à tricot à côté d'elle, comme si elle n'avait apporté que le confort domestique. Elle commença doucement, sur un ton familier, presque désolé. C'est toujours si pénible lorsqu'un décès survient dans un village. On ne peut s'empêcher d'entendre des choses, des petites remarques, des souvenirs, des détails étranges. M. Barrow, comme nous le savons tous, n'était pas universellement apprécié. Il semblait se complaire à créer des difficultés. Mais une telle cruauté engendre le ressentiment, et le ressentiment, lorsqu'on en a l'occasion, peut se transformer en quelque chose de pire. Madame Harcourt renifla bruyamment, tandis que M. Latham marmonnait son accord. Mademoiselle Marple continua, ses aiguilles claquant doucement. Ce qui m'a le plus intrigué, ce n'est pas la raison de la mort de M. Barrow, mais comment. La digitale n'est pas une chose qu'on découvre par hasard. Elle doit être préparée, administrée avec précaution. Et dans notre cas, elle a été administrée au milieu d'une joyeuse garden party, alors que les regards étaient partout. Cela suggère une dissimulation d'un genre très particulier. L'inspecteur s'éclaircit la gorge. Nous n'avons trouvé ni tasse en verre pour prouver l'affaire. C'est là toute la difficulté. Miss Marple inclina la tête. Précisément. Et pourtant, il y avait un objet au centre de la fête, manipulé par beaucoup, censé ne contenir rien de plus dangereux que des écheveaux de laine. Le panier de tombola. Elle tourna son regard vers lui, placé délibérément dans la pièce à sa demande. Et dans ce panier se trouvait l'indice que personne ne jugeait digne d'intérêt. Il y eut un mouvement. Madame Gooding joignit les mains, se rappelant sa propre horreur en voyant Barrow s'effondrer sur la laine. Mademoiselle Marple souleva une pelote de mérino bleu, plus courte que les autres. Je ne pus m'empêcher de remarquer, voyez-vous, que cette pelote avait été coupée. On ne gaspille pas la laine, c'est un village économe, après tout. Pourquoi, alors, la raccourcir si brusquement? À moins, bien sûr, que la laine n'ait servi à lier un petit objet et dissimule une fiole.
peut-être, contenant de la teinture digitale. Un tel objet pouvait être glissé dans le panier sans prévenir et ouvert rapidement, au moment opportun. L'inspecteur Graves fronça les sourcils, mais son regard s'aiguisa. « Une fiole ?» Miss Marple hocha la tête. « Oui. Et qui, parmi nous, connaissait le mieux ce panier? Qui l'avait manipulé, préparé, disposé la laine pour l'exposer ?» Son regard se posa doucement sur Madame Ellis. La postière se raidit, les lèvres pincées. Miss Marple poursuivit, la voix douce comme toujours. « Madame Ellis est une femme travailleuse, toujours si attentive à ses colis et à ses lettres. Mais c'est précisément ce souci qui l'a trahi. Quand j'ai mentionné les chevaux raccourcis à la poste, elle a rougi de curiosité, même si pour tout le monde, c'était une remarque insignifiante. Elle comprenait ce que je voulais dire, car elle savait ce qu'elle avait fait. » Madame Ellis se redressa d'un bond, le visage pâle. « C'est un mensonge. Pourquoi souhaiterais-je sa mort ?» Le regard de Miss Marple, bienveillant mais perçant, ne vacilla pas, car M. Barrow détenait des lettres privées, confiées à la poste, qu'il n'aurait jamais dû voir. Pourtant, il les avait, et il les a utilisées pour vous menacer de leur contenu. Il n'était pas difficile de deviner que le curé avait exprimé son malaise face à la révélation de dons privés. Vous aussi, vous aviez quelque chose à cacher. Le silence régnait dans la pièce. Les mains de Madame Ellis tremblaient tandis qu'elle serrait sa jupe. La voix de Miss Marple restait douce, presque pleine de regret. « Tu ne cherchais qu'à te débarrasser d'un bourreau. Tu as choisi la fête champêtre car le panier offrait la cachette idéale. Tu pensais que personne ne remarquerait un brin de laine manquant ou une petite tache là où une fiole avait fui. Mais on ne peut pas manipuler de la laine toute sa vie sans remarquer de telles irrégularités. » Madame Ellis laissa échapper un sanglot étouffé. « Il allait me ruiner et ruiner ma famille. Il a dit qu'il montrerait ses lettres, qu'il me déshonorerait. Je ne pouvais pas le supporter. » Sa voix s'éleva, puis se brisa. Clara Hewitt pleurait doucement, tandis que Madame Harcourt observait la scène avec une fascination horrifiée. Monsieur Latham murmura un juron. Graves s'avança, sévère mais bouleversé. « Ça suffit, Madame Ellis. Vous en avez assez dit. » Mais les aiguilles de Miss Marple claquaient, son visage serein. « C'est très triste, » dit-elle doucement. « Mais d'après mon expérience, les secrets sont bien plus lourds que la plupart des crimes. Et lorsqu'on commence à les utiliser contre autrui, la tragédie s'ensuit presque toujours. » Elle déposa les chevaux bleus, sa longueur raccourcie enroulée comme un indice fini. Finalement, ce n'est pas le poison lui-même qui m'a révélé la vérité, mais le tricot. La nature humaine, voyez-vous, est un peu comme la laine. Elle s'en mêle facilement, mais avec de la patience. Les nœuds finissent toujours par se défaire. Il n'y avait plus rien à dire. Madame Ellis s'affala sur sa chaise, vaincue. L'inspecteur Graves, la moustache frémissante, préparait ses notes pour l'arrestation. Le vicaire murmura une prière. Et les villageois, venus impatients d'entendre un scandale, partirent en silence, réconfortés par la cruauté silencieuse de la vérité révélée avec tant de douceur. L'arrestation de Madame Ellis, bien que menée avec discrétion, ne pouvait guère passer inaperçue. Le lendemain matin, Little Durnford était animé par le bruissement des ragots, l'air même chargé de récits chuchotés. Certains affirmaient qu'elle avait avoué en larmes, d'autres qu'elle était partie discrètement, la tête haute. En vérité, elle n'avait fait ni l'un ni l'autre. Sous l'escorte sévère de l'inspecteur Graves, elle avait quitté le presbytère pâle et silencieux, son sang-froid ne se brisant qu'une seule fois lorsqu'elle jeta un regard désespéré vers le bureau de poste qu'elle ne dirigerait plus jamais. Le village réagit comme à son habitude, mi-choqué, mi-amusé. Chez l'épicier, Madame Price annonça à qui voulait l'entendre qu'elle avait toujours soupçonné la receveuse de poste, avec son regard rusé et ses mains trop soignées.
Monsieur Latham, quand, à lui, déclarait honteux qu'une telle femme ait été autorisée à gérer la correspondance de la paroisse. On entendit Madame Harcourt remarquer avec une satisfaction glaçante qu'une femme qui se mêle des affaires des autres a du mal à se plaindre lorsqu'elle rencontre des difficultés. Pourtant, tous ne parlèrent pas avec autant de dureté. Quelques-uns exprimèrent de la pitié, se souvenant de Madame Ellis comme d'une travailleuse assidue qui avait porté seule des fardeaux pendant trop longtemps. Malgré tout cela, Clara Hewitt resta calme, son rétablissement lent. Elle s'attarda au presbytère, soignée par Madame Gooding, reconnaissante de ce refuge. Une ou deux fois, elle tenta de remercier Mademoiselle Marple, mais la vieille dame repoussa doucement sa gratitude. « Il vaut mieux, ma chère, dit-elle doucement, apprendre à être forte dans l'épreuve. On s'imagine souvent plus faible qu'on ne l'est. » Clara, bien que ne souriant pas encore, sembla trouver un certain réconfort dans ces mots. L'inspecteur Graves, pour sa part, ne pouvait dissimuler un respect réticent. Il rend visite à Miss Marple l'après-midi suivant, chapeau à la main, la moustache moins hérissée que d'habitude. « Je dois admettre, madame, que je ne sais pas comment vous avez vu la chose. Tous nos efforts ont été consacrés à des querelles et des querelles de volonté, et pourtant vous avez trouvé une pelote de laine. » Les aiguilles de Miss Marple claquèrent doucement. « On cherche des preuves dans les grandes choses, » dit-elle gentiment. « Mais le meurtre, inspecteur, se cache bien souvent dans les petites choses. Un écheveau raccourci, une tâche ignorée, de telles choses suffisent amplement, si on les a déjà vues. » Grave remua maladroitement, marmonna quelque chose à propos d'une observation remarquable, et prit congé, l'orgueil piquant, mais le respect sincère. Dans les jours qui suivirent, le village commença à reprendre lentement son cours normal. Les cloches de l'église sonnèrent de comme avant, les enfants coururent dans les ruelles et les commerçants ouvrirent leurs portes à 9 heures chaque matin. Pourtant, une différence et un malaise persistaient, comme si les haies elles-mêmes murmuraient la trahison. La confiance, une fois trahie, ne se rachète pas facilement. Les lettres reçues par la poste étaient traitées avec plus de suspicion, les regards échangés avec plus de prudence. Le vicaire, dans son sermon du dimanche, parla avec ferveur de charité et de pardon, mais ses paroles rencontrèrent des visages sombres et des regards baissés. Miss Marple, cependant, voyait plus loin. Elle avait vécu assez longtemps pour savoir que la nature humaine ne changeait pas du jour au lendemain. Bientôt, les rumeurs s'apaisent, le sentiment s'estompe, et le rythme de la vie villageoise reprendrait ses droits. Mais une leçon était gravée dans la mémoire de Little Durnford. Les secrets, une fois instrumentalisés, pouvaient désunir une communauté entière. Un soir, une semaine après l'affaire, Miss Marple était assise dans son salon, tandis que la lumière déclinait. Son tricot était terminé sur ses genoux, le bas impeccable, sans une seule maille. Elle le contempla pensivement. Un meurtre, songea-t-elle, n'était pas sans rappeler le tricot. Une seule erreur, une maille mal tordue, pouvait rester cachée un moment, mais se trahissait toujours si l'on y regardait de plus près. Et lorsqu'on tirait sur le fil qui dépassait, le tissu tout entier se défaisait. Elle pensait aussi à Madame Ellis, non pas avec triomphe, mais avec une tristesse sourde. Cette femme n'était pas née mauvaise, elle avait été rendue désespérée par la peur, l'humiliation, le poids des secrets qu'elle ne pouvait supporter. C'était là, songea Miss Marple, la tragédie de la plupart des crimes. Non pas la méchanceté au sens noble du terme, mais la faiblesse, la folie et la lutte incessante pour cacher ce qu'on ne peut affronter. Un coup frappé à la porte interrompit sa rêverie. C'était Clara, portant un petit bouquet de roses tardives. « Pour toi, » dit-elle timidement, « je voulais seulement te remercier d'avoir vu la vérité, alors que nous étions tous aveugles. » Miss Marple sourit en acceptant les fleurs. « Ma chère,
Ce n'est pas de l'ingéniosité. Il suffit de se rappeler que les gens sont très semblables partout. Ce qu'ils font à Little Durnford, ils le font à Londres, à Paris, dans le monde entier. La nature humaine, Clara, est universelle. Tandis que Clara partait, Miss Marple déposa les roses dans un petit vase, leur parfum emplissant la pièce. Elle retourna s'asseoir, croisa les mains sur son tricot et s'autorisa un léger soupir de contentement. Dehors, le village bourdonnait de ses sons ordinaires, le grincement d'une charrette, l'appel des enfants, le son de la cloche du soir. La vie continuait, comme toujours. Mais au cœur de cette vie, elle le savait, se cachaient d'innombrables modèles à déchiffrer, des fils à suivre et des secrets, en attendant inévitablement être révélés. Ainsi, Miss Marple était assise dans la pénombre, sereine, ses aiguilles à nouveau posées, méditant non sur le scandale, mais sur la tranquille constance de la nature humaine. Car, si le meurtre avait jeté son ombre sur Little Durnford, le monde restait ce qu'il avait toujours été embrouillé, imparfait et infiniment accessible à ceux qui avaient la patience d'observer.